C'est à mon tour de vous remercier, ainsi que le Cinémed pour cette invitation qui m'a été faite dans le cadre de l'organisation de cette rétrospective des 22 films de Dominique Cabrera, et puis dans le cadre de cette masterclass ce matin. Je suis absolument ravie d'être aux côtés de Dominique. Je voudrais aussi la remercier chaleureusement d'être là ce matin avec nous. Alors avant de commencer à dialoguer avec Dominique, je voudrais dire quelques mots d'introduction très brièvement, rappeler peut-être le dispositif de cette masterclass, qui est assez classique puisqu'il est le même que celui de toutes les masterclass du Cinémed, à savoir 2 temps, un premier temps de dialogue à huis clos en quelque sorte entre moi et Dominique et moi plutôt, et puis qui durera environ 3/4 d'heure. L'idée étant d'appuyer sur les manières de faire, les manières de penser, sur la méthode, les partis pris, l'éthique de travail de Dominique Cabrera. Et puis un second temps qui vous appartient, puisque là la parole s'élargira, vous aurez tout le loisir de dialoguer avec Dominique Cabrera pendant à peu près le même temps, environ 3/4 d'heure aussi. Je voudrais rappeler pour commencer à quel point Christophe Leparc le faisait à l'instant, à quel point effectivement l'œuvre de Dominique Cabrera est éclectique, à quel point elle est hétérogène, à quel point elle est vaste, puisque depuis 1981, j'ai droit à la parole, premier court-métrage de Dominique Cabrera tourné donc dans une cité de Colombes. Dominique a réalisé 22 films qui couvrent effectivement une palette extrêmement ample, extrêmement vaste, de thèmes, de formes, de tons, du court au long métrage, du cinéma à la télévision, du documentaire à la fiction en passant par l'autobiographie. Donc c'est l'œuvre de Dominique Cabrera témoigne véritablement d'une très grande amplitude stylistique. Je crois que ça la caractérise véritablement. Elle s'aventure sur des territoires d'écriture très divers et il faut bien le dire avec une rare capacité d'adaptation, je crois. Donc si chaque film est en quelque sorte un prototype dans son œuvre, avec une écriture, des codes, des motifs, des couleurs qui lui sont propres, film d'histoire, film de famille, film autobiographique, essais documentaires et j'en passe, il y a bien sûr aussi des points de rencontre entre les films de Dominique Cabrera. Il y a une unité dans cette œuvre et on va essayer d'aborder ces questions-là en particulier ce matin. Et cette unité dans l'œuvre de Dominique Cabrera, eh bien, je crois qu'elle se traduit, enfin de mon point de vue, essentiellement par l'engagement, le très grand engagement de Dominique Cabrera dans le monde, engagement politique et personnel de la cinéaste. Cet engagement, alors, il se traduit par les thèmes qui sont pris en charge par Dominique Cabrera, à savoir l'Algérie, la famille, la banlieue, la révolution, le pouvoir. Vous avez certainement vu déjà depuis le week-end dernier un certain nombre de ces films. Mais il se traduit aussi, cet engagement, je crois, et surtout par le point de vue sensible qui est celui de Dominique Cabrera lorsqu'elle prend en charge ces sujets. C'est-à-dire qu'elle s'attache à être au plus près, au plus juste de celles et de ceux qu'elle filme. Elle ne fait pas de grands discours, pas de spectacle, pas de leçons. Ses choix d'écriture sont assez simples. L'idée étant d'être en empathie avec celles et ceux qui filment pour nous faire ressentir leur présence, nous permettre d'être au contact, au plus près d'eux. Donc c'est un espace relationnel par les moyens du cinéma que Dominique Cabrera construit, un espace d'échange avec le spectateur qui a de ce fait une place extrêmement active dans son cinéma et la possibilité de produire un regard critique, ce qui est, je crois, extrêmement important. Voilà, donc si ce cinéma de Dominique Cabrera, son cinéma, se traduit par une inspiration sociale, une inspiration politique, il constitue aussi, et peut-être d'abord, un grand réservoir d'histoire, dans le sens où les films de Dominique ont une incroyable puissance fictionnelle, qu'il s'agisse de documentaires ou de fiction. Il y a une puissance de l'écriture, une puissance de la fiction, une puissance de la fable chez Dominique, et je crois que c'est aussi une de ses caractéristiques. Et je voudrais commencer par cette première question, Dominique, en te demandant donc, est-ce que tu peux nous parler de
ce plaisir et je dirais presque de ce besoin que tu as de raconter une histoire, donc aussi bien, je le disais, en fiction qu'en documentaire, aussi ordinaires soient tes personnages, aussi difficiles soient leurs conditions de vie. Je pense à Réjeanne, femme de ménage dans une tour du Val-Fouré, je pense à Christelle dans Le lait de la tendresse humaine qui quitte son foyer et qui abandonne son petit enfant qui vient de naître suite à un baby blues, et à bien d'autres de tes protagonistes, au cheminot gréviste de Nadia et les hippopotames par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de ce goût que tu as pour les histoires comme peut-être possibilité de changement, d'utopie? Merci. D'abord, merci de cette invitation. Il y a quelque chose de, vous imaginez, de très troublant, touchant à regarder ce qu'on a fait d'un peu plus loin et à essayer de voir, surtout quand c'est raconté par Julie, à essayer de voir justement quelque chose comme une unité dans tous ces films qui se sont faits les uns après les autres, évidemment pas du tout depuis un regard rétrospectif. C'est assez rare de réfléchir à ce qu'on a fait de cette manière-là. Alors, les héros et les héroïnes, c'est vrai, quand je regarde mes films, je vois bien que j'ai été inspirée par des personnes, en fait, par la manière dont des personnes ont pu faire bouger quelque chose de leur vie ou témoigner de leur vie. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, j'ai peut-être une idée. Au fond, quand je pense à héros, héroïne, ça me fait penser à l'enfance, et au fait que, à cette, comment dire, cette sensation d'être au centre du monde, en fait, enfant. Vous avez sûrement peut-être eu, à la fois dans une extrême solitude et en même temps relié d'une façon peut-être qu'on ne retrouve jamais, relié au monde et aux autres avec une grande empathie, enfin je sais pas, il me semble que je me souviens de ça. Donc voilà, je pense à ça, je me dis que je fais peut-être mes films depuis cet endroit-là, en fait, depuis ce moment-là. Et je pense aussi aux contes et légendes, aux romans. Quand j'étais enfant, j'ai passé énormément de temps à lire des romans, à lire des contes et légendes grecques en particulier. Et je sais pas, j'ai l'impression que mon idée du monde, en fait, ou mon idée de ma place dans le monde, elle s'est constituée là, en fait, autour des histoires. Par exemple, je me souviens de La chèvre de Monsieur Seguin, je suis sûre que vous connaissez, qui se battit toute la nuit et puis au matin le loup la mangea. Voilà, c'est une héroïne. C'est une héroïne et je crois que voilà, c'est comme ça que peut-être je ressens ma propre place, ou en tout cas l'idéal de ma propre place dans le monde, avoir le courage de dire, de faire, d'agir. Voilà. Et ça me fait penser à, au fond, une confiance dont je ne sais d'où elle vient, dans la puissance de la parole et dans la possibilité qu'ont les êtres humains d'agir pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, je suis heureuse d'avoir cette confiance, qui est aussi parfois quelque chose de difficile à porter, parce que ça vous donne un idéal qu'on n'atteint pas, et donc une insatisfaction. Mais c'est vrai que j'ai cette confiance, et j'ai aimé dans le cinéma les cinéastes qui avaient cette confiance dans la puissance de la parole. En fait, voilà, dire quelque chose à la face du monde. Alors dans un film, évidemment, on le croit que c'est à la face du monde, mais au fond, je crois que je le pense même là, maintenant, ou même, je sais pas, dans la rue, ou même dans un rapport plus simple, quoi. Oui, que dire quelque chose, ça peut faire changer
la conception des autres, la sienne éventuellement. J'ai cette confiance. Alors voilà, je relie aux héros et aux héroïnes. Oui, tu mentionnes d'ailleurs, Dominique, dans le livret qui réunit les 6 documentaires que tu as réalisés coup sur coup, on en parlera un petit peu plus tard, sur la banlieue, qui ont donc été réunis dans le cadre d'un coffret sorti il y a peu de temps chez Documentaire sur grand écran. Dans le livret, tu parles d'ailleurs de la méthode Perrault. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur cette filiation avec le cinéaste québécois en lien avec la parole, peut-être? Oui, c'est vrai, grand cinéaste dont j'ai énormément aimé les films. Et quand j'ai commencé donc à faire des films, je n'arrivais pas à faire des films de fiction, justement. Enfin, le scénario, voilà. C'est-à-dire, ils font quelque chose qui va précéder le film, écrire l'histoire avant de connaître les personnes, etc. Et je cherchais ma voie dans cette forêt là, du scénario. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir des films documentaires et j'ai eu la sensation que c'était un chemin qui était plus simple en fait pour moi, plus naturel disons. Et j'ai vu les films de Pierre Perrault et là j'ai commencé à fabriquer une espèce de méthode de travail que j'ai utilisée dans les premiers films documentaires que j'ai faits, qui était de faire des sortes de partitions avec les protagonistes. C'est-à-dire que j'allais les rencontrer, puis je notais en fait notre conversation et je dégageais en fait avec eux des sortes de, au fond comme une partition commune de ce qui m'intéressait, de ce que eux semblaient les intéresser. On se mettait d'accord comme sur une espèce de partition que j'ai utilisée ensuite comme un scénario pour les films documentaires. Vous voyez à peu près ce dont je parle. Et c'est vrai que cette méthode, en fait, qui était issue de la méthode de Pierre Perrault, de ce que j'avais pu en lire dans les entretiens, cette méthode, c'est aussi une méthode qui accorde une énorme confiance à la puissance fabulatrice des mots. En fait, au fait que raconter son histoire va recréer le monde dans lequel on l'a vécu et peut-être créer un autre monde, un nouveau monde. Il y a quelque chose de très fort dans le cinéma, comment le défi, enfin, comment vous le faire partager, c'est la puissance d'utopie en fait. C'est-à-dire qu'on va projeter une histoire dans laquelle on va essayer de résoudre des questions. Tous les films font ça, hein. Résoudre des questions intimes, existentielles, mais résoudre aussi ou proposer des solutions à des questions plus générales, plus politiques, sociales. Et donc, cette espèce de tissage entre la vie personnelle d'un héros ou d'une héroïne et puis cette possibilité qu'offre le cinéma de projeter devant nous une problématique et d'en chercher des solutions ou d'en déployer les questionnements, je crois que c'est ça qui fait les films, comment dire, les films utopiques, les films qui proposent une vision héroïque de l'existence, c'est-à-dire une vision où l'action a un sens. Je pourrais parler pendant des heures, mais je te relance regardez sur quelque chose de complémentaire, toujours pour continuer à parler de cette puissance de la fiction, de la chimère, de l'utopie. Est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont tu t'es aussi appuyé et dont tu as adapté des romans dans ton œuvre? Je pense notamment à Corniche Kennedy qui sera montré, Christophe Leparc le rappelait tout à l'heure, ce soir à 19h, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc une adaptation du roman éponyme de Malice de Kerangal. Et alors, quelles sont peut-être les spécificités de ce dernier travail, qui est une adaptation en comparaison, si tu souhaites en parler, avec d'autres adaptations comme La Ville Mort, adaptée d'un roman de Marc Villard? En fait, là cette question, c'est au fond, pour moi, c'est plus généralement, comment dire, comment, dans chaque film, au fond, l'enjeu, je pensais à ça hier en répétant avec les jeunes étudiants de l'ANSAD, donc on va faire une lecture demain d'un scénario que je n'ai pas réalisé, et je me disais, mais qu'est-ce qui compte en fait là-dedans, dans cette lecture pour moi? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que, en écoutant le scénario, je cherche quelle est la problématique à la fois
esthétique et philosophique du film. Esthétique au sens de matière cinématographique. Donc, chaque film, au fond, pourquoi certains films continuent de rayonner? Parce qu'il y a eu une sorte d'invention formelle, très visible ou même invisible, une invention formelle, une invention de matière cinématographique qui fait que ça vibre, que ça continue de rayonner. Et c'est ça la question de la mise en scène, cette invention d'une matière cinématographique. Et on est inspiré par quelque chose pour cette invention, elle ne tombe pas du ciel. Alors on va être inspiré par des personnes, on va être inspiré par une question, on va être inspiré par une espèce de vision autour d'une question. C'est difficile d'essayer de vous faire saisir ça, mais je pense que vous le comprenez en fait. Il s'agit d'une transmutation. Si je me contente de filmer le scénario, on voit bien que quand on filme juste le scénario, ça tombe, c'est plat. Et il y a d'ailleurs, quand je monte les films, je vois bien qu'il y a des séquences où j'ai juste filmé le scénario. Et puis il y a des séquences où ça vibre plus, c'est plus intéressant. Pourquoi c'est plus intéressant à certains moments? Pourquoi ça nous capte? Parce qu'il y a une transmutation formelle qui s'est faite, il y a quelque chose de plus. Et je crois que tous les vrais cinéastes vont chercher de tas de manières différentes cette chose en plus qui est bien difficile à définir. Et dans les adaptations dont tu parles, ce qui m'a inspiré au départ, c'était déjà ce travail qui avait été fait par un autre artiste, Mélisse de Kerangal ou Marc Villard, qui me permettait de me raccrocher à ce travail et de le retransformer encore. Et par exemple, dans l'exemple du roman de Mélisse de Kerangal, dans l'écriture même, il y a deux choses qui étaient extrêmement inspirantes dans le roman, qui étaient la poésie de son écriture, justement les mots, tout simplement. Les mots comme quelque chose qui allait ouvrir en moi des images, des échappées, comme un réseau de correspondance avec le réel qui allait me permettre de me donner une espèce d'élan pour faire le film. C'est difficile à raconter. Hein. Et puis il y avait comme le noyau en fait du roman qui était l'unité de lieu de la Corniche Kennedy. Et j'ai vu que je pouvais, en aggravant, on pourrait dire, son principe de mise en scène, faire un film où je ne montre pas la cité où vivent les protagonistes, mais où je la fais juste entendre dans les mots, et où l'écrin qui les entoure, c'est pas du tout un écrin entre guillemets social, mais un écrin mythologique, ce sont les rochers, la mer, la Méditerranée, et que ça allait les raccorder à la mythologie grecque en fait. Donc c'est dans le roman, cette matière cinématographique. En tout cas, moi, je la vois dans le roman. Et donc, en travaillant sur cette matière, en travaillant sur la matière d'écriture du roman, je travaille sur la matière cinématographique. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Voilà, je ne sais plus très bien ce que tu as demandé. Et donc, si je réfléchis rétrospectivement à tous mes films, je vois bien que les films qui arrivent à définir une espèce de noyau plastique, en fait, sonore, matériel au sens de la matière vraiment de ce qu'on filme, en fait. Hein. Faire un film, c'est quoi? Ce sont les plus réussis. Faire un film, c'est faire partager une expérience qu'on a soit vécue, soit suffisamment intériorisée pour que ce soit actif en fait dans la création. Et puis c'est filmer des personnes et des paysages, c'est filmer de la durée, de l'espace. Donc le travail esthétique, ça va être de travailler sur ce qu'on met devant la caméra, mais aussi derrière, dans cette espèce de relation. En fait, c'est pas coupé devant et derrière la caméra. Et quand le tissu il est riche, il est complexe, il est vivant, le film il rayonne longtemps, enfin, il me semble. C'est très proche d'ailleurs il me semble, du travail des peintres. Vous voyez bien les tableaux qui rayonnent encore aujourd'hui, ils rayonnent parce qu'il y a quelque chose de la vie qui a été capté, on ne sait pas trop comment, mais
on voit bien quand c'est pas capté. Hein. Oui, je me permets de te demander de continuer à nous parler de cette matérialité. Hein, c'était une question que je voulais te poser un petit peu plus tard, donc c'est très bien qu'on la convoque dès à présent. Cette idée que tu accordes dans ton cinéma, alors peut-être un cinéma de fiction, une place extrêmement importante à la nature, tu le disais à l'instant, au paysage, au son, au bruit, aux animaux, ce qui fait que ton cinéma est profondément matérialiste, physique. Hein, c'est vraiment un cinéma du toucher, il y a une très grande tactilité de l'image qui est aussi, alors je reprends le terme, aggravée, appuyée par la manière dont tu travailles le son et la musique, parce que le son et la musique, tu le disais à l'instant, ont une importance et participent bien sûr de cette matérialité. Alors est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu as l'habitude, en choisissant l'exemple d'un film en particulier ou pas, de travailler avec tes collaborateurs à l'image et au son? Je pense à Hélène Louvard que l'on retrouve à l'image dans beaucoup de tes films, ou à Isabelle Razervé pour Corniche Kennedy, puisque c'est elle qui était à l'image. Et voilà, en appuyant peut-être un peu sur le son et la musique, puisqu'on en a moins parlé. Raymond Sarti dans la scénographie, ou Béatrice Thirier dans la musique. En fait, c'est compliqué de donner une idée de comment ça se passe. Hein. Parce que je dirais que ça se passe à la fois dans une sorte de ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, essayer de comprendre au fur et à mesure du travail, de définir quel est le noyau du film, qu'est-ce qui compte le plus, c'est quoi le principe de ce film-là. C'est rare qu'on le sache à l'avance, on est surpris dans le travail, ça se définit au fur et à mesure. Donc à la fois essayer d'avoir un concept, en fait, de comprendre profondément ce que c'est que ce film, et de le communiquer aux collaborateurs, de le chercher avec eux également, c'est-à-dire qu'ils vont aussi apporter des éléments pour faire comprendre ce qu'est ce film-là. Et dans les choix qui sont faits, puisque faire un film, c'est faire des dizaines et des centaines de choix, et dans tous les choix qui sont faits, essayer d'être le plus proche possible de cette espèce de noyau, en fait, hein, qui va irradier le film. Les choix que je fais, mais les choix que font les autres aussi, parce que, vous le savez, hein, faire un film, c'est une activité collective, et donc, moi, une des choses qui m'a souvent à la fois émue, parfois fait peur, c'est que, je vais pas faire tous les choix. Et donc, il y a quelqu'un qui va apporter quelque chose qui va servir au film. On va le filmer, ça va donc avoir une importance extrême. Il faut que cette personne, elle fasse des choix qui soient justes. Et d'ailleurs, le fait que ce soit pas moi qui les fasse tous, les choix, il me semble que c'est une richesse si ça va dans le même sens. Et donc, quand je fais un film, une des questions que je me pose, c'est comment faire pour que ce que je suis, ça influence les autres qui sont en train de faire le film avec moi, de manière à ce que tous les choix qu'ils vont faire aillent dans le sens de la créativité. Et c'est pas rien. C'est pas rien, et puis c'est pas volontaire seulement, en fait, surtout. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais quand j'étais étudiante, sur le plateau, tu dois pouvoir être comme si tu étais seule dans ton atelier, si tu étais peintre. Voilà, comment se mettre à nu de façon à ce que les autres soient habités, au fond, par une vision dont vous ne savez pas même vous-même exactement ce qu'elle est. Voilà, c'est tout le travail, hein, je pense, de tous les cinéastes. Et il y a une culture commune, en fait, qui se fait au fur et à mesure. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec les mêmes à travers les années, et du coup, dans cet espace, pour faire un film, ça va être inventer une sorte de réseau de plastique, en fait, qui va conduire les spectateurs vers une certaine sensation après coup.
quand vous sortez de la salle, vous avez une sensation du film. Cette sensation du film, on ne peut pas y travailler directement. On va y travailler par, vous voyez bien, tous les éléments qui concourent au film. Et je ne peux pas travailler directement sur la sensation. Donc, cette espèce de réseau qui va finir par donner, au fond, le parfum qui se dégage d'un film, on va y travailler comme dans le noir, en fait. On a les yeux fermés, on essaye de fabriquer ce réseau pour que vous ayez une sorte de sensation. Et donc, la culture commune, ou le sentiment de proximité immédiat qui peut parfois se dégager avec les collaborateurs, c'est ça qui va nous permettre de travailler ensemble sur ce réseau comme une espèce de labyrinthe en fait, qui va donner une certaine sensation au spectateur. Et ça passe dans le travail avec les collaborateurs par des tas de décisions très concrètes en fait, où intuitivement, au bout d'un moment, ou parfois dans le conflit, au fond on est d'accord sur le film, quoi. Voilà, il y a un espèce d'objet commun qui se fabrique. Et d'ailleurs, c'est, je trouve, assez proche de ce qui se passe aussi dans un film documentaire avec les protagonistes. Il y a un certain moment où on est, au fond, assez d'accord sur le film qui se fabrique, pas forcément en le disant. Il y a une espèce d'objet qui naît entre nous et qui va être le film qu'on va essayer de faire exister. Voilà. Merci. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, et donc, si je peux donner un exemple, par exemple, tu me demandais un exemple, Le lait de la tendresse humaine. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il y a un certain... en le faisant, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, en tout cas rétrospectivement, je le vois comme ça, que le film, c'était un film sur le trou, le vide. Cette Christelle qui a un baby blues, elle est face au vide. Et dans toute l'invention plastique du film, on a travaillé sur ce vide, ce flou, la difficulté de rendre les choses nettes, la manière dont les surfaces, par exemple les surfaces des murs, à certains moments, s'ouvraient sur un vide, une fenêtre ou une faille ou un couloir, ou bien sur une vitre, un miroir qui était réfléchissante et qui du coup était comme une prison. Enfin, vous voyez, bon, c'est des exemples que vous connaissez sûrement pour des tas de cinéastes. Là, voilà, c'est ça en fait, travailler sur un film. C'est chercher à rendre sensibles des questions intérieures. Et dans la musique, même chose, enfin, on cherche aussi ce réseau comme ça qui va faire résonner les choses en musique. Mais bon, je crois que je l'ai déjà dit, désolée si je le répète. Là, je vous parle de ça comme si, au fond, je savais le faire. Et je me dis que oui, quand même, j'ai su le faire. Disons, ça doit être comme le vélo. Il y a des moments où j'ai su le faire. Mais quand on est en train de le faire, on ne sait pas le faire. C'est ça peut-être la chose, peut-être que j'aimerais dire, s'il y a des étudiants dans la salle, c'est très important ça, d'accepter la part de, justement, quand on est en train de le faire, on est dans le doute, dans le travail, dans l'impossibilité de le faire, et c'est en travaillant sur cette difficulté, impossibilité de le faire, que parfois il y a quelque chose qui surgit. C'est pas du tout la même place, là, vaticinant devant vous sur, entre guillemets, mon œuvre, ou étant en train de le faire, hein, bien sûr. Alors tu prenais l'exemple du lait de la tendresse humaine et du personnage de Christelle, joué donc par Marilyn Canto. Tu parlais aussi de ta fidélité à certaines personnes, certains collaborateurs dans ton travail. Ça me permet de te demander, si tu veux bien, de nous parler aussi de la fidélité que tu as à l'endroit, à l'attention de certains acteurs. Et je pense à un certain nombre d'actrices féminines. Ton cinéma est traversé par là où les figures féminines, et que ce soit Ariane Ascaride, Miu Miu, Yolande Moreau et bien d'autres, et plus particulièrement Marilyn Canto, puisque tu as réalisé 4 films avec elle. Donc L'autre côté de la mer en 97, Nadia et les hippopotames en 2000, Le lait de la tendresse humaine dont tu parlais en 2001, et Folembelly en 2004.
Alors, qu'est-ce qui se joue pour toi, pour Marilyn, lorsque vous travaillez ensemble? Et sur une période de 10 ans, comme ça, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le travail? Qu'est-ce qu'elle représente dans ton cinéma? En fait, c'est vrai que c'est difficile à raconter. Hein. Marilyn est venue avec moi le week-end dernier présenter des films, et je me disais, c'est drôle parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, et à nouveau, la relation est exactement, se redéveloppe, quoi. Vous avez sûrement vécu ça, vous aussi, avec des amis que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est comme s'il y avait une espèce de réseau dans le cerveau qui s'était constitué avec quelqu'un, et boum, on se raccroche, on se raccorde à ce réseau, et hop, ça repart exactement comme avant. C'est impressionnant, intéressant. J'aurais envie de dire, parce que c'était elle, parce que c'était moi, quoi. Mais c'est vrai que c'est troublant, hein. Cette espèce, ça me fait penser aux atomes crochus, en fait. On a des atomes crochus, les uns et les autres, avec quelqu'un. Ça marche, on s'accorde. Enfin, le crochu, je trouve que c'est... On s'accorde, en fait. On s'accorde, et c'est particulièrement vrai, ce terme de s'accorder, diapason pour faire un film. On s'accorde et on peut faire de la musique ensemble. Et avec Marilyn, c'est ce qui s'est passé, en fait. Hein. Donc... Voilà, alors la première fois où je l'ai vu jouer Marilyn Canto, c'était dans un film de Hervé Leroux, qui s'appelle, un très beau film, malheureusement qu'on ne peut pas beaucoup voir, mais si vous cherchez, vous allez le voir, qui s'appelle Grand Bonheur. Et je me souviens que dans le film Grand Bonheur, j'avais été frappée par la manière dont Marilyn jouait, où j'avais l'impression qu'elle ne jouait pas. Elle était là, voilà, elle était là très simplement. Ça m'avait impressionnée. Et quelques temps après, je l'ai rencontrée par hasard et je le lui ai dit. Et il se trouve que j'ai pu, au fond, l'imposer quand j'ai fait l'autre côté de la mer, qui est un peu après. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai continué à travailler avec elle. Et on se comprenait, en fait. On se comprenait, j'avais l'impression qu'elle était sensible à ce que je pouvais non seulement lui dire, mais même, moi j'ai vraiment l'impression avec les acteurs, mais aussi avec les collaborateurs, que c'est la communication des inconscients, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en tête et l'autre le ressent, et s'il est bien disposé, il va en faire quelque chose et le prolonger dans le jeu, parce que c'est les acteurs qui vont faire le film, enfin ils sont devant la caméra, donc c'est bien eux qui mettent en œuvre, qui incarnent le film. Donc avoir la possibilité, en tout cas moi je le vois comme ça, il y a d'autres cinéastes qui vont le voir comme une bataille et c'est totalement légitime, mais bon, moi je le vois comme avoir la possibilité d'avoir au fond un alter ego, un complice qui va prolonger votre sensation devant la caméra et trouver les gestes, inventer la manière d'être, de faire, qui va donner cette espèce de matérialisation au fond de l'idée du film en personne, enfin en personne, ils sont bien en personne. Donc c'est eux, mais il faut que, enfin c'est mieux si vous arrivez à les inspirer. Et avec Marilyn ou avec Yolande Moreau ou Olivier Gourmet ou Ariane Escaride, d'autres avec qui j'ai travaillé, ça s'est passé. Et c'est vrai que c'était quelque chose de merveilleux. Ou d'ailleurs avec les jeunes protagonistes là, du film Corniche Kennedy, en particulier Alain de Maria qui joue le rôle principal, il y a eu ce miracle. Et moi j'ai eu l'impression que c'était un cadeau de la vie, quoi. Enfin, je ne sais même pas comment le dire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qu'on rencontre dans la rue et c'est ce réseau comme ça, sensible, entre lui et moi, existait. Et on a pu en faire une matière. Il ne s'agit pas d'amitié, en fait, même s'il peut y avoir de l'amitié. C'est une collaboration artistique. Et on a pu en faire une matière de travail et de réalisation. Moi, le film, et lui, pour prendre l'exemple d'Alain qui n'était pas un comédien, et lui, il jouait, quoi. Il jouait, mais c'était bien lui qui jouait. C'est-à-dire, la direction d'acteur, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'était lui qui jouait, mais c'est vrai que je l'inspirais. Et il m'inspirait. Voilà, et c'est d'ailleurs pour moi ce qui rend tellement difficile le choix des acteurs, et peut-être pour les acteurs d'ailleurs le choix des rôles, c'est que quand ça n'est pas là, on peut y arriver, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Hein.
ça se passe d'une autre manière qui est moins heureuse. Ça a été, pardon je t'interromps Dominique, ça a été formulé d'ailleurs, me semble-t-il, par au moins un spectateur dont je me souviens peut-être plusieurs ce week-end quand on a revu les fictions dans lesquelles Marilyn Canto joue, cette sensation, ce sentiment de familiarité, ce jeu si naturel, y compris chez, alors tu parles d'interprètes issus du réel, d'acteurs non professionnels, mais y compris chez les acteurs les plus professionnels, Brasseur, Gourmet et d'autres, qu'on a l'impression d'approcher, de côtoyer de très près, comme si au fond il y avait aussi une approche presque documentaire de ta part, comme si tu filmais l'homme et la femme. C'est ce qui m'intéresse, hein, c'est sûr, oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs, d'ailleurs, je vois pas trop par quoi d'autre je pourrais être intéressée, en fait, et même les spectateurs. Voilà, les grands acteurs sont des personnes et aussi des grands interprètes. Et donc, quand ils vous laissent les approcher en tant que personnes, et en même temps vous donner leur extraordinaire capacité d'interprète. Là, je voyais un extrait du lait de la tendresse humaine quand on l'a montré, et à un moment où on voit Dominique Blanc et Sergi Lopez, et voilà, je me disais, quand même, ils sont forts et sincères. Voilà, le plaisir qu'on peut avoir comme spectateur, vous le ressentez certainement quand vous êtes en train de regarder un film. Et là, c'est-à-dire quand on sent que la personne est là, et en même temps, il y a le grand interprète qui peut vous ouvrir au fond des voies imaginaires inespérées, quoi. C'est ample, en fait, ça. C'est pas seulement, entre guillemets, réaliste. Hein. On voit bien la différence. Alors toute la question que je me pose tout le temps, hein, enfin les questions, c'est comment faire, comment on va faire pour que l'autre soit suffisamment ouvert pour vous donner ce qu'il ne sait même pas qu'il a. Enfin, voilà, comment on va faire, ensemble, pas ensemble. Voilà, on a beaucoup dans ce travail avec les acteurs dont tu parles, on a beaucoup. Par exemple, on a souvent répété ensemble, cherché des costumes, enfin toutes ces choses concrètes qu'on fait pour faire un film. Et je me disais souvent que, au fond, on le fait, ou avec les jeunes protagonistes de Corniche Kennedy, étaient sur les lieux, discuter, manger ensemble. À quoi ça sert tout ça? Ça sert en tant que tel, hein, bien sûr, à prendre des décisions, à avoir des renseignements, mais ça sert surtout à faire baisser la peur, au fond, à être suffisamment, à être comme on peut dans une espèce de familiarité. Tout ce que je dis, c'est ultra banal. De toute façon, c'est des choses que vous utilisez tous dans la vie de tous les jours. Être ensemble dans une sorte de familiarité qui fait qu'ils vont pouvoir peut-être être comme on m'avait dit quand j'étais étudiante, comme si tu étais seule dans ton atelier. Voilà, avoir ça, la peur baisse, et du coup, ils vont pouvoir oser, se lancer, essayer des choses, se tromper, sans que ce soit grave. Et donc, en se trompant, parfois tomber juste et voilà, retrouver un réseau de sensations, de vérité humaine, quoi, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'on cherche, toujours. Alors, c'est ce que le documentariste Chris Marker appelait, en parlant d'une Poste à la Courneuve, donc un film documentaire, l'alliance d'une très grande rigueur, l'alliance exemplaire, disait-il dans sa chronique, l'alliance exemplaire d'une très grande rigueur et d'un très grand naturel. Alors ça me permet à partir du constat de cette alliance chez les acteurs professionnels, de te demander de nous parler aussi de cette alliance entre rigueur et naturel dans ton travail documentaire avec des interprètes qui sont issus du réel. Est-ce que tu veux bien, Dominique, nous parler de cette série de 6 documentaires que tu réalises donc coup sur coup entre 90 et 94. Tu es une toute jeune cinéaste, 6 documentaires tous consacrés à la banlieue. Qu'est-ce qui t'anime à l'époque lorsque tu choisis de travailler sur la banlieue, de déconstruire
le cliché de la banlieue, qu'il s'agisse du cliché de l'utopie ou de la crise de la banlieue. Comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu rencontres ces personnes à qui tu vas donner la parole, dont tu vas transcrire les vies en adoptant leurs gestes, en adoptant leur rythme. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime? Vaste question. Oui. Je pense d'abord que je n'avais pas l'idée que j'allais travailler sur la banlieue, en fait, et que j'allais déconstruire. En fait, ça s'est passé dans une circonstance qui est plus... en fait, ce sont des lieux. Souvent, ce sont les lieux qui m'ont inspiré. Là, qu'est-ce qui se passe? Mon frère travaille avec Ahmed Madani, qui, au Val-Fouré, monte une pièce de théâtre avec une tour murée comme fond de scène. Je vais les voir, je me promène dans cette tour murée et j'ai la vision des habitants qui ont vécu dans cette tour. Et je me dis, et je suis suffisamment animée par cette vision pour passer 3-4 ans à essayer de faire ce film. Donc c'est pas rien. Voilà, je suis inspirée par ce film. Et puis après, j'ai continué, ça s'est enchaîné entre des rencontres, des désirs, une volonté de dire quelque chose, là pour le coup, mais au fond, ça a toujours été un lieu, une vision. Voilà. Je pense que mes films les plus réussis, c'est ceux où j'étais capable de suivre cette vision que j'ai eue, cette inspiration. Et là, c'était un lieu vide en fait. C'était un lieu vide dans lequel j'ai imaginé que des personnes pourraient revenir et raconter quelque chose de leur vie. Et voilà, je les ai cherchés. Enfin, au moment où je fais le film, qui s'appelle Chronique du banlieue ordinaire, je ne sais pas si certains l'ont vu, le projet du film, il occupe toute ma vie, toute ma tête. C'est comme un grand roman, si vous voulez, pour moi. Et je pense que les personnes qui ont habité dans les tours et que donc je retrouve au fil de cette recherche ressentent à quel point c'est important pour moi. Et ceux qui font le film avec moi, c'est parce que ça devient important pour eux. La semaine dernière, donc c'était il y a quoi? Il y a 20 ans ou 30 ans, je ne me rappelle plus, 20 ans peut-être. 92 pour Chronique. Voilà, 25 ans. J'ai eu un coup de téléphone d'une des protagonistes qui avait vu le coffret, etc., qui vit ailleurs maintenant. On a parlé longtemps et on était ensemble, quoi, à nouveau, en fait. Et je crois parce qu'on avait été tellement fort à ce moment-là, et on avait été tellement fort parce que mon désir de faire exister d'une façon romanesque et politique et sociale, mais aussi intime, au fond, de faire le portrait de cette femme, avait été tellement fort que ça l'avait elle-même entraînée à vouloir dire quelque chose pour elle-même, en fait. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment comme un territoire commun qui se dégage, en fait, entre deux personnes, qui se créent. Au point que, 25 ans plus tard, on était heureuse de rééchanger sur nos vies, quoi. Pas seulement sur le souvenir du film. C'est cette espèce de réseau de relations qui se crée avec quelqu'un qui est dans le film, il me semble. Et il y avait en plus là une question de mise en scène qui était pour moi très intéressante, qui était à accorder certainement à l'idée de la puissance de la parole, c'est-à-dire que c'était donc des appartements vides, et l'idée c'était que quelqu'un va revenir dans l'appartement, donc en travaillant sur la partition que j'avais dégagée au cours d'entretien avec cette personne, et va être maître du jeu, c'est-à-dire on va le suivre, et va raconter ce dont il ou elle se souvient, et que ces mots et sa présence concrète, très forte au moment où on le filme, va remplir d'émotions, de vie en fait, le vide de cet immeuble. Voilà, et ça c'était une question de mise en scène très forte, théâtrale quasiment, au fond comme l'essence du cinéma, la présence humaine. Bon, désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais ce qui est fort et beau dans le cinéma, c'est le présent. On filme du présent. J'ai l'impression que chaque fois que je suis arrivée au cours d'un film à être concentrée sur le fait de filmer ici et maintenant de la façon la plus pleine possible, c'est beau, ça rayonne, quoi. Voilà, alors parfois on n'y arrive pas, justement. Et pourquoi on n'y arrive pas? C'est une vraie question. Et puis parfois, tout le faisceau de décisions qui préside un film font qu'on parvient
à filmer la présence humaine le plus possible, de la façon la plus étendue, et ça continue de rayonner pour les spectateurs. Alors j'aimerais, je vois que quand même l'heure passe, avant de vous faire partager la parole et de vous laisser dialoguer avec Dominique, encore te poser deux questions, si tu veux bien. Donc on parlait à l'instant de l'inspiration, l'ancrage très fort de ton cinéma dans le réel, l'inspiration du réel pour toi. Est-ce que tu veux bien évoquer ton rapport à l'histoire, à la grande histoire, puisque tu as fait 2 films sur donc la Révolution française, Le Beau Dimanche, qui sera programmé tout à l'heure à 14h au Centre Rabelais, Folembelly, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Dans les 2 cas, il s'agit d'aborder l'histoire depuis l'ordinaire, depuis le point de vue de celles et de ceux que l'on a quasiment oubliés, j'ai envie de dire, parce que dans Folembelly, ce sont des pensionnaires échappés, vous avez sans doute vu le film, d'un asile, qui vont paradoxalement connaître une expérience de liberté forte en temps de guerre. Et dans Le Beau Dimanche, il s'agit donc d'appréhender plus particulièrement la journée du 17 juillet 1791. Tu présenteras le film tout à l'heure, donc je n'en dis pas plus. Donc ce rapport à l'histoire, pour toi, quel est-il? Et peut-être, là je dirige un petit peu ta réponse, le rapport à l'histoire algérienne, puisque l'Algérie et l'histoire de l'indépendance et l'histoire contemporaine aussi de l'Algérie est une histoire extrêmement inspirante. Tu as consacré 2 documentaires à l'Algérie, Ici là-bas, rester là-bas, 88 et 92, puis ton premier film de fiction, L'autre côté de la mer, en 1997. Tu mentionnais aussi le scénario Nejma, fille de Harki, qui sera lu donc à la Panacée demain vendredi, qui est un scénario pas encore tourné. Voilà. Et puis il y a dans ton œuvre toute une série de mentions, d'évocations de l'Algérie sous des formes plus anecdotiques, un personnage, etc. Est-ce que tu veux bien... Oui, comment répondre, enfin, qu'est-ce que je peux répondre à cette question? En fait, je pense que c'est, au fond, l'expérience que j'ai vécue. Vous avez sûrement, à votre manière, chacun vécu, c'est-à-dire, enfant, voilà, j'ai eu 3-4 ans, et c'est l'indépendance en Algérie, et donc je change de pays, si vous voulez. Il y a une espèce de profonde cassure, rupture dans ma vie, peut-être presque avant les mots, quoi. Et cette expérience, cette douleur, cette cassure, elle m'a inspirée. Finalement, je suis arrivée à faire des films, et ces films, ils ont essayé d'interroger le rapport entre la vie intime de quelqu'un et un grand mouvement, un mouvement qui nous dépasse, qui fait qu'on est projeté ici, là, voilà. Et donc dans les deux films dont tu parles, mais dans d'autres, au fond c'est ça que j'ai essayé de saisir, hein, en faisant les films, le rapport entre la vie de quelqu'un ordinaire et puis un mouvement qui nous dépasse. Tout à l'heure, je disais que faire un film, c'était faire partager une expérience, et travailler au fond sur son expérience, quelque chose qu'on connaît. Et là, oui, c'est quelque chose de très fort pour moi, cette expérience historique. Et il y a eu aussi, quand j'y pense, une autre expérience extrêmement forte, c'est l'émancipation des femmes. C'est-à-dire qu'au cours de ma vie, j'ai vu, enfin comme vous, sûrement ceux qui ont mon âge, mais même peut-être les autres, comment le rôle des femmes, la place qui nous était dévolue, s'est transformée. C'est une expérience très forte, dont j'ai fait sûrement une de mes inspirations quand j'ai essayé de faire des films, au sens de l'émancipation, la libération. Je veux dire, le fait que les films, quand j'essaie d'écrire un film, je vois bien que ce qui me pousse, c'est le désir de dénouer les liens, de faire quelque chose de plus net, d'utiliser le film pour qu'il y ait comme une guérison, en fait, comme une ouverture. C'est pas quelque chose que je décide. Je décide pas à l'avance, je vais faire un film qui raconte une ouverture d'émancipation. Non, ça vient naturellement. Alors pourquoi ça vient comme ça?
quand j'y pense, je me dis que c'est parce que j'ai partagé au fond ce mouvement-là dans ma vie avec ceux qui étaient autour de moi, de partir de choses vraiment douloureuses et difficiles, et il y a de la vie qui quand même a fleuri, voilà, la vie est arrivée à se faire, quoi. Voilà. Ça me permet de poser ma dernière question. C'est parfait, tu me tends la perche, tu parles du fait de l'importance qu'il y a à partager l'expérience, y compris l'expérience, et peut-être surtout la plus intime, celle que tu as éprouvée en tant que personne. Dans ton œuvre, en 1995, tu retournes le regard sur toi. Tu décides d'entrer dans tes films, de nous parler de ta vie la plus intime, de ton quotidien, de te filmer. Tu es derrière et devant la caméra, dans Demain et encore demain, premier journal que tu réalises donc en vidéo, et de filmer les tiens, ta famille, ton fils, dans Grandir, sur le second volet de ton travail autobiographique qui paraîtra beaucoup plus tard en 2013, après que tu aies tourné au quotidien pendant 10 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est cinéaste? Comment est-ce qu'on entre dans son cinéma? Comment est-ce qu'on passe à une écriture, à un régime d'écriture si personnel? D'abord, c'était en fait, je crois que l'inspiration, elle n'était pas tellement cinématographique. C'est-à-dire que quand j'ai fait le film Demain et encore demain en 95, c'était au début des petites caméras H8 et ça se faisait pas en fait. Et mon inspiration, mon inspiration était plutôt littéraire. C'est-à-dire que c'était Colette, Virginia Woolf, ou les peintres, j'aimais beaucoup les autoportraits de Rembrandt. C'est ça qui m'a donné un mouvement en fait. Donc, et j'avais ces caméras et j'ai eu cette vision justement. Voilà, j'ai eu cette vision en fin 94 d'un film où j'aurais comme matière le mouvement de la vie de l'année 95. Je voyais l'année 95 qui allait arriver et j'ai vu ce film que je pourrais faire. Enfin, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'en avais une sensation comme un espèce d'autoportrait. Au fond, je voyais comme c'était comme si j'allais documenter ma propre vie, comme les films documentaires que j'avais fait, documenter ma propre vie, m'utiliser comme matière cinématographique, ne pas embêter les autres, voilà, et faire une expérience que je pourrais faire d'une façon presque illimitée, quoi. Et voilà, j'avais cette vision-là, et ça a été extrêmement heureux parce que j'étais à la fois, c'était dur, j'étais dans le doute, etc., mais c'était un grand bonheur de filmer, en fait, tout simplement. Filmer le soleil par la fenêtre, le vase, le mouvement de la vie, en fait. C'était très, très heureux. Et je pense que j'ai pu le faire en oubliant les spectateurs. C'est-à-dire, j'étais dans le monde des idées, quoi. Et c'est vrai que c'est plus difficile à faire pour moi aujourd'hui. J'étais raccordée à Colette, Virginia Woolf, etc., en toute modestie. Et donc, je m'en foutais de l'impression que ça pouvait faire dans la société. Voilà. Donc, c'est que les artistes utilisent leur vie personnelle pour faire des romans, des peintures, voilà, c'est banal, hein, c'est la matière première de nos vies. Alors, parfois, on va plus loin, on l'utilise pour représenter avec un autre matériau, enfin souvent même. Et là, c'était vraiment très très proche. Et c'est vrai que c'est précieux pour moi de savoir que je peux faire ça. Je continue un peu à le faire d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'il y a de plus intime. Et même, il y a quelque chose de très fort pour moi dans le fait que c'est en dehors du commerce. C'est-à-dire que on est dans des relations, vous comprenez ce que je veux dire, c'est même encore plus en dehors du commerce qu'un film documentaire. On est dans quelque chose de vraiment ailleurs, quoi, dans une relation vraiment intime où ce qui compte n'est pas le contrat, quoi. Le contrat, il est intéressant
intéressant, contrat de travail, mais là c'est encore autre chose, plus décollé du consumérisme, enfin je le vois comme ça. Plus existentiel, donc à la pratique de ça. Oui, c'est vraiment... puis au fond, on a besoin de personne, quoi, en Harley-Davidson. Là, pour le coup, même si personne ne finance aucun de mes films, je pourrais toujours faire avec mon téléphone, filmer le soleil par la fenêtre. Bon, ça va. Voilà, il y a un truc de liberté, voilà, un peu dingue, très fort. Alors je propose, merci beaucoup Dominique pour toutes tes réponses, la générosité de ta parole.